Sud Radio, faut que ça change. Anthony Martin-Smith. Eh oui, faut que ça change sur Sud Radio. Chaque semaine à 20h30, en ce samedi 26 mai 2025, mon invité, Sylvain Nivard. Vous êtes président de l'association Valentin à UI qui accompagne les personnes déficientes visuelles, mâles et non-voyantes dans leur autonomie, dans l'accessibilité, dans leur vie quotidienne. Vous êtes également vice-président de la Confédération pour la promotion sociale des aveugles et amblyopes de France. Bonsoir à vous. Oui, bonsoir Anthony. Merci d'être là. Et puis à mes côtés, encore vous. Et oui, je m'incruste. Emmanuel Dalseco, bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'être là. Cette émission, elle va porter sur la déficience visuelle et la déficience sensorielle. Et vous allez voir aussi à la fin, une semaine après ce festival de Cannes, les associations sont plutôt mécontentes. Vous verrez pourquoi. Sud Radio, faut que ça change. Anthony Martin-Smith. Et puis bonsoir à vous, Thomas Sauret. Vous êtes à distance sur Zoom. Bonjour. Bonsoir, vous êtes président de l'association Unanime. Désolé, je vous ai oublié en propos introductifs. Alors justement, je parlais du Festival de Cannes, messieurs. Vous êtes tous les deux présidents respectivement d'une association pour déficients visuels, l'association Valentin à UI, je précise, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à le prononcer. Déjà, qui était Valentin à UI, Sylvain Nivard ? Valentin à UI, c'était un grand monsieur, un pionnier, une des premières personnes à s'occuper du sort des aveugles et des malvoyants. On est en 1780 et il a été touché par le fait que les aveugles aient été réduits à la mendicité, en particulier les enfants. Et donc, il a fait en sorte, en particulier en allant voir Louis XVI, pour créer une école pour permettre aux enfants aveugles et malvoyants d'apprendre à lire, à compter et à écrire. Influencé d'ailleurs par l'abbé de l'Épée, qui avait fait quelques années avant la même chose pour les enfants sourds. Et vous, Thomas Sauret, donc vous êtes président d'Unanime, je le disais. Vous travaillez particulièrement sur les sujets. Alors là, on entend pas assez parler, je pense, de mon point de vue en tout cas, de la surdicécité. Oui, tout à fait. Bonjour. Effectivement, je suis moi-même touché par la surdicécité, qui est en fait une combinaison d'une déficience auditive et d'une déficience visuelle. Ouais, et ça, c'est une grande particularité. C'est une grande particularité. C'est une particularité, en tout cas, qui demande beaucoup, je présume, d'adaptation, puisque la déficience visuelle en tant que telle, déjà, ça demande du boulot. Mais alors, si en plus on doit rajouter la déficience auditive, qu'on complète avec la déficience visuelle, j'imagine que là, il y a quand même beaucoup de sujets, Thomas Sauret. Tout à fait. C'était la raison pour laquelle il y a eu une reconnaissance par la France en 2021 de la surdicécité comme handicap à part entière. Il y a eu la mission ministérielle où j'ai remis avec mes collègues un rapport à la ministre il y a un mois à peu près. Et effectivement, comme vous dites, la surdicécité, elle est caractérisée par l'absence de compensation d'un sens par un autre. Vous êtes dans un angle mort finalement. Oui. Des considérations, des politiques publiques et des politiques de compensation. Parce que finalement, vous traitez deux pathologies qui sont voisines et en même temps qui, quand elles se cumulent, créent d'autant plus de difficultés au quotidien. Oui, et puis surtout on a beaucoup, parce que c'est un peu la France peut-être, d'obstacles juridiques. Ouais. Et donc moi j'ai participé notamment à la création du forfait surdicécité. Puisque avant... Alors c'est quoi ce forfait surdicécité, pardon ? Alors c'est la fameuse PCH, donc les prestations de compensation du handicap, qui sont en fait des prestations versées par les conseils départementaux, qui visent entre guillemets à compenser le handicap. Et donc il y a des forfaits pour l'aide humaine. Et avant 2023, il y avait le forfait surdité et le forfait cécité. Oui, qui était distinct. Donc ça c'est une aide mensuelle qui est perçue par la personne en situation de handicap, versée par la maison départementale des personnes handicapées, sur une base forfaitaire et qui doit normalement compenser le handicap au quotidien par l'intervention d'une personne qui vient à votre domicile par exemple, ou qui vous aide à faire des papiers administratifs, etc. Et donc ça, c'est de l'argent que vous percevez tous les mois sous présentation des justificatifs d'heures effectuées. Mais là, ce qui était fou, c'est qu'il fallait choisir entre être sourd et être aveugle.
C'est ça. C'est visiblement ça. Et donc là, vous avez permis la création avec Unanime d'un forfait sur 10 et cité, si je comprends bien. Alors, c'était pas Unanime, c'était un groupe de travail ad hoc avec des personnes et l'association AMSA. Sylvain Nivard, vous, la cécité, visiblement, le sujet est quand même assez bien installé en France. Et pour autant, il y a quand même, là pour la déficience visuelle aussi, des sujets qui restent dans l'angle mort. À commencer par exemple par l'accessibilité numérique. Le 28 juin prochain va entrer en vigueur le European Disability Act, donc une directive européenne qui va sanctionner les entreprises qui ne respectent pas leurs obligations en matière d'accessibilité de leurs outils de communication ou de commercialisation. Oui, c'est ça. Effectivement, c'est une grande avancée, cette directive européenne qui rentre en vigueur le 28 juin et qui demande à tous les États membres d'avoir leur site de commerce électronique accessible, conforme à des normes d'accessibilité qui sont malheureusement jusqu'à présent très peu respectées. Il y a aussi un volet dans cette directive sur tous les terminaux de paiement. Les terminaux de paiement dans les magasins qui aujourd'hui sont de plus en plus tactiles. Oui, avec un écran comme un smartphone. Voilà. Et où finalement quand on voit pas, on n'a pas de bouton, on n'a pas d'ailleurs le petit repère sur la touche 5. Où du coup on peut pas taper son code en toute confidentialité, ce qui pose des problèmes notamment sur des transactions frauduleuses. Donc il y a un volet sur tout ce qui est terminaux de paiement, il y a un volet sur les bornes de paiement, les bornes pour acheter son billet SNCF ou pour acheter son ticket de cinéma ou pour acheter son ticket de bus. Qui fait néanmoins des efforts en la matière. Oui. Mais il y a encore beaucoup de chemin. Il y a un volet sur les livres électroniques dans cette directive aussi. Quand on va aller acheter des livres électroniques à partir du 29 juin, en principe, ils devraient être ce qu'on appelle nativement accessibles, c'est-à-dire que je devrais pouvoir les lire moi-même. Justement, j'aimerais qu'on rentre un peu plus en détail sur cette question de l'accessibilité numérique. Déjà parce que les personnes qui nous écoutent ne savent pas forcément comment on fait une personne aveugle pour interagir avec un téléphone ou un ordinateur et même un site internet. Donc déjà, le sujet de l'accessibilité numérique sur ces outils, c'est quand même particulier. Mais comment font-elles aussi pour lire ? Est-ce que on lit encore en braille cette écriture avec les petits points ? Est-ce qu'on écrit encore en braille ? Est-ce qu'on lit des livres entier en braille? Oui, on lit encore beaucoup en braille. C'est un outil qui se modernise. Donc aujourd'hui, on lit en braille papier, mais on lit aussi en braille numérique. D'accord. Et donc justement, on peut avoir un afficheur braille qui va afficher les petits points en relief que beaucoup d'entre vous connaissent et qui permettent de lire avec les doigts sur son afficheur braille. Donc c'est un afficheur braille dynamique qui permet de changer les caractères au fur et à mesure où on défile, c'est ça? Tout à fait. C'est une technologie de vibration. En fait, c'est des petites pointes piézoélectriques qui vibrent et qui, en fonction de la vibration, vont simuler le point du A, le point du B, le point du C, etc. Donc ça permet de lire le contenu de l'écran, parce qu'en fait, contrairement à une idée reçue, souvent les gens pensent qu'on est obligé d'avoir un clavier spécial. Ça peut être une aide d'avoir un clavier spécial, mais c'est pas une nécessité. Oui, on peut avoir on peut connaître son clavier par cœur. Classique d'ordinateur. On peut connaître son clavier par cœur comme une bonne dactylo. En revanche, ce qu'on peut pas faire, c'est pas d'écrire, donc c'est de lire. Donc lire le contenu de l'écran, ça je peux pas. Ouais. Et donc pour pallier à ça, il y a un logiciel qui va soit grossir les caractères de l'écran si je suis malvoyant, soit le traduire en vocal, soit le traduire en braille numérique dont je parlais. D'accord. Et donc justement, cette histoire d'afficheur en braille, ça c'est une des premières interactions avec le numérique. Il y a aussi le vocal. On parle à son ordinateur ou c'est l'ordinateur qui nous parle? Non, c'est ce que je viens d'expliquer. C'est-à-dire que c'est l'ordinateur qui parle, qui fait qu'il y a ce logiciel qui analyse le contenu de l'écran et qui soit le grossit en caractères, soit le transforme en vocal, soit le transforme en braille numérique. Et donc on fait comment quand il y a une photo ou un graphique? Ça dépend comment le développeur, c'est là où on vient à un autre sujet des normes d'accessibilité, c'est-à-dire que les normes d'accessibilité demandent aux développeurs de bien penser à faire tout un tas de choses, mais en particulier de mettre des légendes sur les photos ou sur les graphiques
de façon à ce que le logiciel dont je parlais puisse les interpréter. Donc si j'ai une photo qui est toute brute, sans la légende, le logiciel il sait rien en faire. Si en revanche il y a une légende, il va me dire c'est le bouton sur lequel il faut appuyer pour lancer la vidéo, ou c'est le bouton sur lequel il faut appuyer pour faire mon code d'achat, ou je sais pas quoi. Comment on fait pour faire une légende sur une photo? Est-ce qu'il y a une manière d'écrire en particulier pour décrire une photo? Oui, alors ça dépend un peu des logiciels, mais en général, quand on va dans le menu, ce qu'on appelle le menu contextuel, on peut mettre, il y a une option qui propose une légende. C'est relativement simple, mais c'est surtout le problème, c'est surtout de savoir que cette alternative existe. Et la plupart des personnes, la plupart des développeurs de sites web de bonne foi, par méconnaissance, ne mettent pas ces légendes. Vous, Thomas Sauret, j'imagine que ces afficheurs braille dans le cadre de la surdicécité, c'est quasiment l'outil indispensable pour qu'une personne qui est à la fois porteuse d'une déficience auditive et visuelle puisse interagir avec la machine, peut-être même avec le monde extérieur. Tout à fait, mais il faut quand même rappeler que chaque personne en situation de handicap est unique. Et donc, en fait, selon les intensités du handicap, il peut y avoir des personnes sourdes aveugles qui vont apprendre et utiliser le braille, et d'autres qui ne vont jamais l'apprendre, mais pour qui, par exemple, moi, je suis en train d'apprendre le braille au niveau du toucher, pour que, voilà, au cas où, eh bien, je puisse utiliser le braille. Je pense que dans les musées où c'est parfois sombre, eh bien, ça peut me servir de support pour comprendre les contenus. Que permet l'innovation technologique? Je pense par exemple à cette start-up Arta France qui développe une ceinture de retour haptique et qui vous dessine une image, qui transforme une image en toucher dans le dos. Ça permet de... Oui, je peux répondre. Mais alors c'est en phase de développement, c'est en phase de test, donc on ne sait pas encore exactement les résultats. Justement, c'est la question que je me pose. Mais ça permet... La première chose, pour moi, c'est déjà d'avoir les mains libres. Si le jour où ça sera vraiment développé, je vais pouvoir avoir une information par un autre canal que mes deux mains. Alors je ne sais pas si on arrivera à un stade où on pourra se passer de tenir la canne blanche d'une main, mais éventuellement la vision à long terme, ça peut être ça, quoi. Justement, moi par exemple, là aujourd'hui, je porte des lunettes qui ont un radar intégré et qui permettent de détecter des obstacles. C'est la même idée. Ouais, c'est à peu près le même idée. Vous, Thomas Sauret, vous y croyez à ces innovations technologiques qui pourraient permettre de créer encore plus de sociabilisation, d'interaction et peut-être moins d'enclavement social? J'y crois en partie, mais le cœur je pense, de la question, c'est qu'il ne faut pas oublier l'humain, il ne faut pas oublier les compétences des personnes et ne pas se faire remplacer par la technologie. Je vais faire l'analogie avec l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on voit une certaine délégation de notre capacité à réfléchir, à questionner. Et on se dit qu'aujourd'hui, de plus en plus, qu'il ne faut pas tout déléguer, notamment par exemple à ChatGPT ou à d'autres intelligences artificielles. Et je pense qu'en fait, il faut quand même garder en tête que les outils, c'est bien, mais qu'il faut les utiliser parfois avec parcimonie. Emmanuel Desséco. Non, mais justement, vous parliez d'intelligence artificielle. En quoi on imagine que ça peut être un atout appréciable et en quoi il faut s'en méfier? Je pense qu'il faut les intégrer et les accepter. Et puis, ne pas toujours les accepter à chaque fois qu'une intelligence artificielle arrive, des fonctionnalités, et puis aussi le risque avec les données personnelles. Par exemple, admettons une intelligence artificielle qui a intégré une canne blanche, qui peut vous guider, j'invente des choses. Eh bien, on peut se poser des questions légitimes par rapport à toutes les questions que peut soulever l'intelligence artificielle. Mais il y a des prototypes, de cannes blanches auto-guidées. Vous en pensez quoi? Oui, j'ai pas d'avis particulier sur la question. Vous, Sylvain Nivard, l'intelligence artificielle, vous pensez que ça va être
un grand vecteur d'interaction avec le monde pour les personnes déficientes visuelles, mal ou non-voyantes? D'interaction, je ne sais pas, mais ça peut être d'un grand secours pour compenser le handicap. C'est-à-dire que moi, je pense en particulier sur l'accès aux livres, pour adapter un livre de géographie ou un livre de mathématiques, avoir des outils d'intelligence artificielle qui vont repérer dans le livre où se situe la carte, comment elle est fichue, et pouvoir me la décrire de façon semi-automatisée, ça fait gagner beaucoup de temps. Évidemment, il faut après qu'il y ait quelqu'un de compétent, un ancien professeur de géographie qui vienne vérifier la description. Mais s'il n'a pas à la refaire à partir d'une page blanche et qu'il n'a que à corriger ce qu'a décrit l'intelligence artificielle, ça peut permettre de faire beaucoup plus de livres. Et ce dont on s'ouvre aujourd'hui, c'est qu'on n'adapte pas 10% des livres qui sont vendus. On va en parler juste après. On a un sujet de productivité. Donc si l'intelligence artificielle peut nous aider à en produire plus, c'est précieux. On revient là-dessus juste après la pub sur Sud Radio. Vous ne bougez pas, ça revient dans quelques minutes, même pas. Sud Radio, faut que ça change. Anthony Martin-Smith. De retour sur l'antenne de Sud Radio, donc faut que ça change avec mes invités. Thomas Sauret, vous êtes président de Unanime. Vous accompagnez la surdicécité, les personnes qui ont une déficience auditive et une déficience visuelle. Et puis vous, Sylvain Nivard, vous êtes président de l'association Valentin à UI et vice-président de la Confédération française pour la promotion sociale des aveugles et amblyopes. Et vous accompagnez très spécifiquement la déficience visuelle, c'est-à-dire les personnes mâles et non-voyantes. Et puis toujours à mes côtés, fidèle au poste, Emmanuel Delseco. Allez, juste avant la pub, Sylvain Nivard, on parlait notamment de l'édition adaptée, la manière dont les personnes déficientes visuelles peuvent continuer de rester connectées à la culture par la lecture. Il y a des initiatives en la matière, votre association d'ailleurs en tête avec un portail, mais également une initiative du gouvernement sur le sujet. C'est quoi derrière cette idée ? C'est l'idée des pouvoirs publics, c'est de ramener la France au niveau des principaux pays occidentaux. Dans la plupart des pays, on a une organisation qui est forte, soit un service gouvernemental, soit un service associatif qui est fortement soutenu par les pouvoirs publics et qui permet de répondre aux besoins. Aujourd'hui, on est dans une situation de pénurie où on essaye d'adapter des livres, on est sans arrêt en retard, on a, je le disais tout à l'heure, moins de 10% des livres qui sont adaptés, donc on est très très loin du compte. Adapté, ça veut dire transcrit en écriture braille ou éventuellement accessible sur un fichier numérique qu'on peut acheter sur Amazon ou oui, Apple. Adapté, ça veut dire correspondant aux besoins du bénéficiaire. C'est-à-dire, comme le disait Thomas tout à l'heure, les besoins sont très variables, donc il faut coller à la demande. Donc il y a certaines personnes qui nous demandent du braille, d'autres qui nous demandent du gros caractère, d'autres qui nous demandent une façon d'écrire parce qu'ils sont à l'aise avec l'informatique, donc ils vont nous demander plutôt du Word. Donc il y a plein de façons, donc il faut adapté à la demande. Mais ça, on est où, ça, du coup, le projet du gouvernement ? Ça en est que ça avance, pas vite. On en parle depuis 2021. Donc, on nous disait que le portail serait sorti pour 2025. Maintenant, on nous parle de 2027. Ça... D'accord, donc ça tourne en rond Non, ça tourne pas en rond, ça avance, mais à la vitesse de l'administration. Oui, donc ça tourne en rond. Alors, moi, messieurs, j'aimerais qu'on revienne sur le Festival de Cannes, qui s'est clôturé la semaine dernière et qui, a encore, pour une année supplémentaire, Thomas Sauret, mis le handicap peut-être à côté des objectifs, c'est-à-dire qu'on a peut-être préféré parler des tenues un peu trop dénudées ou des tenues un peu trop volumineuses, mais visiblement, de votre point de vue, on parlait d'ailleurs sur Sud Radio dans la matinale, Thomas Sauret, on ne parle pas de handicap et de cinéma accessible ? Oui, clairement, je pense que le Festival de Cannes, cette année, a malheureusement raté l'opportunité de parler du handicap avec un grand H
2025, c'était les battants de la loi du 2005. Et pourtant, attendez, c'est quand même un handicap que de marcher avec une robe très volumineuse. Pourquoi pas? Mais je pense que le sujet principal, en tout cas, par exemple, de la lettre ouverte, qui a été signée par plus de 80 associations, personnalités, collectifs, festivals engagés et personnes concernées, c'était surtout sur l'accessibilité, qui est une partie du handicap, notamment l'accessibilité des films dans les séances. Ça veut dire quoi, l'accessibilité des films, Thomas Sauret? Eh bien, par exemple, si vous allez voir un film, que vous êtes sourd et que vous ne pouvez pas voir ou bien comprendre les paroles et qu'il n'y a pas de sous-titrage, ben, ça va être un peu compliqué de suivre le film. Et donc, l'accessibilité d'un film, par exemple pour les personnes sourdes, malentendantes et sourdes aveugles, les publics en fait que Unanime représente, eh bien, c'est le sous-titrage, l'audiodescription, mais aussi des dispositifs, notamment la boucle induction magnétique, qui permet en fait de vous positionner à peu près n'importe où dans la salle et d'entendre comme si vous étiez à côté d'une enceinte, ce qui vous permet de mieux comprendre, enfin d'entendre le son du film. La boucle magnétique, ça vous permet de connecter le son de la salle à votre appareillage qui permet d'amplifier le son. Sylvain Nivard, pourtant votre association, l'association Valentin Huy, a beaucoup travaillé sur l'audiodescription. Énormément, c'est grâce à l'association Valentin Huy qui a de l'audiodescription en France. On a importé ça des États-Unis en 89 ou 90. Mais pendant très longtemps, on était un peu en vase clos, c'est-à-dire qu'on faisait des audiodescriptions et des projections dans notre auditorium ou dans certains cinémas qui avaient la bonne volonté de le faire, mais c'était pas du tout connu. On pourrait peut-être expliquer ce que c'est que l'audiodescription. Alors c'est une bonne idée. L'audiodescription, ça consiste en fait à avoir une piste son supplémentaire. J'entends dans un casque les éléments qui décrivent les éléments qui sont visuels. Donc j'ai une petite voix qui dans l'oreille me dit que les amoureuses sont en train de s'embrasser ou que le méchant est en train de taper sur le gentil ou je sais pas quoi. Nécessairement ça s'embrasse tout de suite. Non mais ça s'est beaucoup développé à la télé, enfin pas assez j'imagine, mais vous dites que le cinéma reste à la traîne? Non, je dis pas ça, je dis que jusqu'en 2010 c'était en vase clos. À partir de 2010 effectivement on a réussi à motiver le CSA là-dessus et Christine Kelly en particulier, à qui je tiens à rendre hommage, qui a été touchée par le sujet et qui a fixé des quotas aux chaînes de télévision pour qu'elles diffusent des émissions avec audiodescription. Et à partir de là, non seulement c'était super de la part de Christine Kelly, mais en plus ça a été très vertueux parce que les chaînes de télévision, à partir du moment où elles avaient l'obligation de diffuser de l'audiodescription, elles se sont tournées vers les producteurs avec qui elles étaient en contrat de préachat ou en contrat de coproduction, en disant comme je dois diffuser, maintenant ce que tu vas me livrer, ce que je t'ai commandé, t'es prié de me le livrer avec l'audiodescription. Et donc à partir de là, les producteurs s'y sont mis, et donc ça a entraîné tout le marché. Les exploitants de cinéma s'y sont mis aussi, etc. Eh bien, merci beaucoup Sylvain Nivard. On refera une émission spécialement sur le sujet de l'audiodescription parce qu'il y a encore, je crois, beaucoup à dire. Merci Thomas Sauret, vous êtes président de Unanime. Merci Sylvain Nivard, président de l'association Valentin Huy et vice-président de la Confédération française pour la promotion sociale des aveugles et amblyopes de France. On salue évidemment toutes les associations qui ont signé votre lettre ouverte, Thomas Sauret. Je pense aussi à Happy DV. Je remercie Emmanuel Dalseco, toujours fidèle au poste. On se voit la semaine prochaine, Emmanuel. Pas sûr. Vacances. On va parler d'errance diagnostique la semaine prochaine. Vous bougez pas sur Sud Radio. La suite des programmes, pas de rugby ce soir. Merci. Moi je suis triste. Et puis on se voit la semaine prochaine. Alors bougez pas sur Sud Radio. La suite des programmes juste après la pub et les infos. Bonne soirée.